Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, le grand ménage dans le secteur de la pharmacie. Le projet est présenté à la presse. Trop de sociétés importatrices de médicaments à réduire de façon drastique. Le 7e art s'inspire de l'immigration clandestine. Une jeune réalisatrice produit un court métrage sur le phénomène. Nous irons tout à l'heure à sa rencontre. La fraîcheur, le pont de lianes, les chutes d'eau, le Fouta dans toute sa splendeur ouvre ses bras à un groupe d'étudiants français. Une belle découverte pour ces jeunes qui ne sont pas prêts d'oublier cette randonnée. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition qu'on ouvre par ce décret dès 2019-248 PRG SGG. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de Madame Doukourene Asmaoba, directrice générale du Grand Hôtel de l'Indépendance, GHI. Monsieur Mohamed Lamine Kamara, directeur général adjoint du Grand Hôtel de l'Indépendance. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 24 août 2019, signé professeur Alpha Condé. Les rideaux sont tombés hier sur la 45e session du Conseil des ministres de la ZMAO, des résultats encourageants et un long chemin à faire encore. 2020 arrive et la date butoir. C'est cette date donc qui a été retenue pour le lancement de la monnaie. Pour l'instant, seuls 9 pays semblent prêts, dont la Guinée. Boubacar Ba. Après la présentation des résultats arrêtés à fin juillet 2019, les participants ont procédé à l'examen de la feuille de route liée aux mesures et repères à réaliser et les activités liées à la mise en œuvre du programme de la monnaie unique. De l'analyse de la situation par pays, il ressort que des améliorations considérables ont été enregistrées. Seul le critère relatif au déficit public pose problème, car sur les 14 pays, seuls 5 pays ont atteint l'objectif contre 7 l'année dernière. Le Ghana, le Nigeria et la Gambie, dans la zone Mao, se situent autour de 4 critères. Et la Guinée, elle, a atteint le mois dernier les 5 critères sur 6. La conférence note que la croissance de la zone dépend principalement des secteurs extractifs et agricoles qui sont déficitaires en matière d'investissement direct étranger, mais aussi de la faiblesse des recettes et la flambée des dépenses courantes, biens et services, salaires, subventions et transferts, le tout associé à l'endettement croissant de certains pays. Les États membres ont exhorté à moderniser l'agriculture par la mécanisation et l'irrigation, renforcer la mobilisation des recettes en automatisant les services de recouvrement et en limitant les exonérations. La conférence note également que l'indice d'intégration commerciale entre les États de la ZMAO a augmenté de 37 points en 2017 à 42 points en 2018. Les participants ont approuvé le projet lié au système panafricain de paiement et de règlement de la ZMAO formulé par l'Institut monétaire ouest-africain et la Banque africaine d'import-export. Mieux, pour corriger les différentes difficultés liées au règlement en espèces des différentes monnaies dans la région, la conférence souhaite que le système de cotation et le change dans les monnaies locales soit développé dans l'espace ZMAO. Pour y parvenir, tous les pays qui n'ont pas encore créé une bourse de valeur sont invités à accélérer le processus de sa mise en œuvre pour une meilleure intégration des marchés de capitaux dans la région. You know, we set up the WAMSI to prepare the English. L'AMAO et l'IMAO, selon leurs études, suggèrent qu'en 2020, il y aura 9 pays qui pourront commencer déjà sur cette monnaie unique. Et si cela est le cas, ça sera un grand pas vers cette intégration monétaire. L'importance des réunions de Conakry, cela nous a permis d'identifier nos forces et faiblesses, ce qui va nous aider à établir des politiques pour identifier et effacer nos faiblesses. Donc nous devons rester optimistes à atteindre cet objectif. So our objective was to set up WAMSI.
Au terme de la rencontre, les gouverneurs ont procédé à l'élection du Conseil des gouverneurs et des ministres de l'espace d'Edmao. Luceni Nabé et Mamadi Kamara ont été élus présidents du Conseil de ces deux institutions. Rendez-vous est donné dans 6 mois en Sierra Leone, période qui coïncide au lancement de l'ECO, la monnaie unique retenue pour la CEDEAO. La Guinée est déterminée, comme en 1958, d'être parmi les premiers pays fondateurs de cette monnaie, parmi les 14 pays membres. Circulation routière, le trafic reprend progressivement sur l'axe Pont-Kaka-Koyaville. Les travaux de dégagement sont partiellement achevés. Cette route doit être reconstruite. Le début des travaux est annoncé pour octobre prochain. Ansouman Toumani Kamara. Il est 16h30 ce samedi. Les travaux de dégagement viennent partiellement de prendre fin. La voie est ouverte d'abord aux engins à 2 roues. Le premier travail, c'est le dégagement de l'éboulement. Et après maintenant, nous sommes en train de couper les arbres qui risquent de tomber et engendrer encore l'embouteillage. Voilà. Donc après l'abattage des arbres maintenant, on essaie d'élargir la route. Et puis là où il y a, par exemple ici, vous voyez comment l'eau a ramassé. Donc tout ça là, c'est en préparation. Vous allez voir, il y a la territe là-bas, il y a les granites, il y a tout, il y a le ciment. Ouais, tout est prêt. Un endroit coincé entre la rivière et la montagne. Ici, la chaussée est réduite en une seule voie. Et pour élargir la chaussée et faire de remblai, l'entreprise a déjà commencé à creuser un canal pour modifier la trajectoire de l'eau de cette rivière. Oui, on est en train de changer la direction de l'eau pour pouvoir travailler ici comme ça. En attendant, le trafic reste largement perturbé sur ce tronçon de la route nationale Koya-Kindia. Je suis venu à 8h à Koya ici. J'ai quitté Conakry pour aller à Pita. Mais depuis ce matin-là, on est là, il est 16h21 minutes. De l'avis des spécialistes, le tronçon Koya-Mamon de la route nationale numéro 1 détient pour le moment le record de la densité du trafic routier en Guinée. Le démarrage effectif de sa reconstruction est programmé pour le mois d'octobre prochain. 200 agents, gendarmes et policiers déployés sur le terrain régulent la circulation ici 24 heures sur 24. La commission d'évaluation des sociétés d'importation des produits pharmaceutiques était face à la presse hier vendredi. Objectif, faire le point sur le niveau d'avancement de la supervision lancée en juillet dernier. La rencontre a également permis d'aborder les conditions de la poursuite du processus. Adia Toubari, Aboubakar Junior Kamara. Pour l'instant, aucun chiffre sur des sociétés d'importation de produits pharmaceutiques présélectionnés n'est annoncé par les membres de cette commission d'évaluation. Par contre, l'analyse des données sanitaires a permis d'obtenir une proportion de stock de médicaments supérieure à 80% dans les établissements de vente selon la nomenclature nationale. Un aspect important qui dessine désormais les prochaines étapes de l'évaluation. Nous sommes à mi-parcours. On a fait une présélection. Nous avons déjà sous nos mains quelques critères plus exigeants encore, plus que les 15 autres. L'évaluation va continuer. La période sera validée et diffusée par l'autorité du ministère de la Santé pour qu'on puisse maintenir le minimum de sociétés possibles à gérer. Pour l'heure, c'est une compétition très tendue et surtout sensible. Et les 11 membres de la commission d'évaluation des sociétés grossistes des produits pharmaceutiques se montrent sereins face à toute tentative de corruption. Depuis environ 2 jours, nous avons appris que certaines sociétés grossistes ont tendance à corrompre les superviseurs. Le message, c'est de leur dire de rester sereins. Ce résultat est clair et non modifiable comme vous l'avez vu. C'est consensuel. On n'a pas laissé filtrer un seul indice qui permette la corruption. Mon frère, on parle de santé publique. Une seule faute d'un de nos agents suffit pour que le bateau coule. Donc on a commencé même avant d'aller à ce travail par une charte à laquelle nous avons tous adhéré. Nous allons vous présenter un travail qu'on peut vérifier sur le terrain. N'importe quelle autre équipe ira sur le terrain, ce sera pour aboutir au même résultat.
Au terme de cette mission d'évaluation, le gouvernement guinéen envisage la réduction des sociétés d'importation et de distribution des produits pharmaceutiques pour favoriser la création des unités industrielles pharmaceutiques locales. Une stratégie qui devrait permettre au pays de diminuer le coût élevé des médicaments et de mieux vérifier la qualité des produits mis sur le marché. Justice, c'est parti pour le concours de recrutement des futurs magistrats. 603 postulants et 50 postes à pourvoir. La demande a été exprimée par le département dans le cadre du rajeunissement de son personnel. Kerno Younoussaba. C'est un concours qui était attendu depuis 2 ans. Ce matin, au lycée Kipé, ils sont 603 candidats à être évalués pour le recrutement des futurs magistrats. Ce programme vise à résorber le déficit des magistrats dans les juridictions et répondre aux préoccupations d'une nouvelle carte judiciaire. Comme les années précédentes, le jury composé de magistrats, juristes et avocats va retenir 50 personnes parmi les postulants. Une politique de rajeunissement qui s'inscrit dans la dynamique du renouvellement d'un personnel vieillissant. Les dossiers de ces candidats ont été bien étudiés et parmi ces critères-là, si vous le permettez, je vais vous les rappeler. Il y a bien entendu le critère de diplôme, il faut avoir la maîtrise en droit, mais aussi le master. Il y a les conditions de moralité, donc il faut être de bonne moralité, notamment il faut avoir le casier judiciaire vierge. Il y a les conditions d'âge, parce qu'il faut avoir moins de 35 ans. Donc c'est sur la base de ces critères-là que nous avons procédé à cette première sélection. Dans la chaîne du commandement de la justice, attache un grand prix à ce concours. Parce que nous avons un déficit en magistrats qui est tel qu'il fallait que régulièrement on procède à des recrutements. Nous recrutons 50 sur 600 et quelques magistrats, donc il y aura du suivi là-dessus. Les critères, d'abord, il y a eu une présélection. Pour la correction, c'est un système de double correction, avec anonymat. C'est-à-dire le premier qui corrige, il mettra sa note, pas sur la copie, mais on a mis une technique qui permet de retrouver la copie. Le second qui viendra, lui, il met une copie, il met une note. Si on se rend compte qu'il y a une différence dans les notations de plus de 5 points, on peut interpeller les correcteurs pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. À l'issue du concours, les admis vont bénéficier d'une formation théorique au centre de formation judiciaire, puis pratique dans les cours et tribunaux du pays. Une étape qui sera sanctionnée par la remise des diplômes appelés brevets avant leur affectation en tant que magistrat. Notre attente est qu'au finish, que le produit qui découlera de ces concours soit des candidats de qualité qui répondraient à toutes les attentes de l'État, de la population guinéenne pour une justice forte et équitable. Depuis plus d'une décennie, les ministères de la Justice et de la fonction publique, à travers les partenaires comme l'Union européenne, organisent tous les 2 ans le concours de recrutement des élèves greffiers et auditeurs de justice. La dynamique vise à répondre aux besoins des citoyens en matière de justice. Une conférence débat sur l'industrialisation et le développement. Elle est organisée par l'Institut Confucius de Conakry et animée par un professeur d'université de Chine. L'idée, c'est d'expliquer le modèle chinois et de voir comment l'adapter à d'autres économies. C'est de Banjai, Tawel Kamara. Ce forum sur l'industrialisation et le développement en Afrique est organisé pour exposer une voie de développement de la Guinée. Cet expert a expliqué qu'il faut impérativement faire de l'agriculture une priorité pour aspirer à l'émergence des puissances comme la Chine ont emprunté cette voie. C'est un départ de partage d'idées et voir comment vraiment cette réalité, ce qu'ils ont eu à faire, comment nous pouvons l'appliquer à nos réalités. Donc prendre l'exemple de ces gens-là pour que nous puissions essayer de voir, de conformer quel modèle il faut adapter à la Guinée. Professeur Shui Ling rassure que la réduction de la pauvreté passe nécessairement par la détermination des autorités à encourager le monde agricole. Sans l'agriculture, pas d'industrie selon cet universitaire. Une philosophie qu'il partage avec les autorités du ministère de l'Industrie présentes à ce forum. On a compris que la province de Yunnan est passée sur une politique d'industrialisation à travers un produit local qui est le thé poire.
Donc nous aussi, nous les Guinéens, à travers notre politique industrielle, on peut essayer de développer nos produits locaux, de les transformer à travers la politique agro-industrie et pour sortir de l'ornière, c'est-à-dire la réduction de la pauvreté. Le début d'une série de rencontres sur les expériences de développement. 22 nouveaux noms pour porter le quota à 86. La Chine augmente le nombre de boursiers guinéens. Cette décision entre en vigueur dès la prochaine ouverture des classes. Les certificats d'admission viennent d'être remis aux ayants droit. Francis Collier. Ces certificats d'admission sont remis aux lauréats bénéficiaires des bourses du gouvernement chinois. Des licences et masters dans des domaines divers et variés dont le marché actuel du travail a besoin. Ces bourses sont obtenues grâce à la collaboration entre l'Office national des bourses extérieures et l'ambassade de Chine en Guinée. Pour le cas spécifique de cette année, c'était un nombre bien limité, une bourse de 22 places. Et pour les 22 places, on a proposé 60 dossiers dans les domaines prioritaires d'abord, c'est-à-dire l'agriculture, les mines, l'électronique, les sciences techniques, etc. Ensuite, dans le domaine des sciences sociales, les relations internationales et la diplomatie. Et après, on ouvre aux autres options. La Chine est très attachée à la formation des talents pour la Guinée. Depuis 1973 jusqu'à présent, environ 700 boursiers guinéens se sont succédés en Chine. Cette année, nous avons amplifié la présence des étudiants guinéens avec 86 boursiers. Les bénéficiaires des bourses du gouvernement chinois sont conscients du défi de développement du pays. Ils comptent honorer leur engagement en tant qu'ambassadeurs de l'éducation guinéenne. Tous les jeunes Guinéens veulent être aujourd'hui à notre place. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est aller étudier comme les recommandations ont été faites. Nous étudierons dans les conditions normales et au retour être là aux besoins et répondre aux aspirations du pays. Ils nous viennent avec une formation de qualité dans des domaines très pointus. Vous avez dans le domaine minier, c'est le domaine financier et c'est dans le domaine économique globalement. C'est sûr qu'à leur retour, ils auront du boulot, comme l'a dit d'ailleurs Chalco. Chalco va employer tous ceux qu'ils ont financés et qu'ils vont former dans l'université chinoise. Donc c'est déjà un avantage. Il faut aussi que le gouvernement lui-même fasse des efforts pour accroître le nombre de boursiers, pour que la formation se fasse avec un grand nombre d'étudiants parce que le pays en a besoin et également que nous renforçons nos systèmes d'enseignement en Guinée pour pouvoir former le maximum possible sur place. Au total, ils seront au compte de la rentrée 2019-2020, 86 boursiers guinéens dans les universités chinoises. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique fonde espoir quant à la formation des cadres dans les secteurs de développement. Il n'a pas manqué de conseils pour la bonne conduite à tenir des boursiers guinéens une fois en Chine. Période de vacances et de cours de remise à niveau pour certains élèves, pour d'autres c'est le moment de préparer autrement la prochaine rentrée des classes. Ce soir on s'intéresse à un phénomène qui prend de l'ampleur. Plusieurs jeunes vaquent à des activités génératrices de revenus, des petits boulots pour payer les fournitures scolaires. Mariam Kamara, Fatimatou Diallo. Comment se passent les vacances pour un élève guinéen? La réponse est simple. C'est encore l'école après l'école. Pour la plupart des parents d'élèves, envoyer les enfants pour les cours de vacances est la meilleure façon de passer ces temps de repos. Les raisons évoquées sont multiples. Je suis là pour écrire le nom de ma fille pour le cours de vacances. Pour se former de plus, je pense qu'au moment où on est, ce n'est pas le moment de repos. Les enfants doivent continuer à étudier, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Parce qu'ils vont rester à la maison, ils ne vont pas faire de sérieux. Nous sommes là pour des cours de vacances pour être en avance aux autres qui sont à la maison à ne rien faire. Là, nos programmes sont très chargés du lundi au vendredi, à suivre au moins des cours pour aller répéter à la maison. Par ailleurs, certains pédagogues recommandent plutôt une réorganisation de l'emploi du temps des enfants pendant ces grandes vacances.
Il s'agit de donner à l'enfant un temps de repos psychologique. Je pense qu'il faut des occupations pendant les vacances, pas forcément des cours, ne pas prendre les cours comme de l'enseignement, mais prendre les cours comme des activités un peu qui maintiendront les élèves en éveil. C'est ça le plus important. Les parents, même s'ils ne donnent pas de cours de vacances, il faut nécessairement qu'ils trouvent des activités pour les enfants. Ça peut être des activités de lecture, ça peut être du sport, ça peut être tout ce qui est culturel, parce que le plus important pendant le temps de vacances, c'est le changement de décor, le changement d'activité. C'est cela qui importe, c'est cela le repos. L'on se rappelle encore des faibles résultats obtenus cette année aux différents examens. Ces cours de vacances intenses seraient certainement une occasion pour préparer les enfants à l'ouverture prochaine des classes. Mais un temps de repos psychologique serait donc bon à observer pendant ces grandes vacances pour éviter un surménage chez les élèves. La lutte contre l'immigration clandestine, le cinéma s'en inspire. Un court-métrage va être projeté très bientôt pour aborder le problème. Le film en question est en train d'être monté. Notre reporter Djamokaba est allé à la rencontre de la réalisatrice. Suivez. Dans le costume de réalisatrice, Isabelle Loua, la trentaine, cette sortante de l'Institut des Arts et Métiers de Guinée de Lubreka, rêve d'emprunter la marche de la renommée à travers le cinéma guinéen. Après plusieurs essais, elle jette son dévolu sur l'immigration clandestine. Le scénario est déjà bouclé et même tourné avec des acteurs locaux. Le court-métrage de 41 minutes brise bien de clichés. Lansana Keita joue le rôle principal. Comme des milliers de jeunes, il est déterminé à risquer sa vie pour un bonheur incertain. On a voulu passer par la méthode de sensibilisation, d'où l'angle qu'on a essayé de développer dans ce film. Malik, le personnage de Malik, c'est un jeune qui voudra vraiment réussir sa vie. Mais il veut quand même se donner la possibilité vraiment de réussir ici au lieu de tenter l'aventure. Oui, le titre du film est la traduction fiction d'un drame actuel connu dans de nombreuses familles. L'ambition démesurée, le désespoir d'une jeunesse à mal de repères et impatiente. Le film s'intitule The Way, le chemin. C'est un film qui traite de la question de l'immigration irrégulière et nous avons bien voulu nous pencher sur cette question-là parce que ça nous concerne tous. Tous les jours, nous voyons des milliers de jeunes qui tentent de partir. Pourquoi ils partent? Est-ce que c'est par désespoir? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de travail? Est-ce que c'est la pression de la famille? Est-ce que c'est par simple ambition? On va le savoir dans ce film. Avec ce film sur lequel Isabelle prend son temps pour mettre les dernières touches techniques, Isabelle compte toucher à la fois les cœurs et les esprits. À sa 10e année d'expérience, cette réalisatrice qui se cherche compte trouver sa voie et participer à la relance du 7e art guinéen. Nous nous sommes toujours apitoyés sur nous-mêmes en disant que l'État ne fait rien, c'est vrai. Mais n'empêche, nous, cinéastes, nous devons nous prendre en charge. Nous devons vivre de notre art. C'est inconcevable qu'un artiste ne puisse pas vivre de son art. Donc ce à quoi j'exhorte tous les cinéastes, c'est de se mettre ensemble. Si on n'est pas ensemble, l'industrie du cinéma guinéen ne verra jamais le jour. Les prises de vue ont lieu sur les sites urbains et ruraux à Conakry et Dubreka. L'intrigue relie 4 personnalités fortes qui forcent et qui font tout pour changer leur destin. Le 10 novembre prochain, la première projection publique de ce film aura lieu à Conakry. Sport d'abord pour dire que le CIK s'est imposé cet après-midi. CIK, c'est Club Industriel de Kamsa. Il s'est imposé cet après-midi 1-0 contre Paradou FC d'Algérie, mais le CIK est malheureusement éliminé après le 3-0 concédé à l'aller au compte de la Coupe de la CAF. L'actualité hors de nos frontières traitée sous forme de télégramme, le monde en bref, avec la deuxième comparution de l'ancien président du Soudan, Omar el-Béchir, Aboubakar Junior Kamara. Le Soudanais déchu, Omar el-Béchir, a comparu ce matin devant le tribunal lors de la deuxième audience de son procès. L'ancien président soudanais fait face à des accusations de possession de devises étrangères, de corruption et de trafic d'influence.
Ce samedi, le juge a entendu 3 témoins, dont 2 enquêteurs qui avaient perquisitionné sa résidence où avaient été trouvées de grosses sommes d'argent. De son côté, la défense a demandé la libération d'Omar El-Béchir, arrêté le 11 avril. La prochaine audience a été fixée au 31 août. L'accusé est âgé de 75 ans. Les présidents et chefs de gouvernement des 7 pays les plus industrialisés du monde se retrouvent à Biarritz en France. À quelques heures de l'ouverture officielle du G7, le président français a averti que certaines questions évoquées lors du sommet à Biarritz ne trouveraient peut-être pas de réponse, notamment en raison des désaccords entre les participants. Au cours du déjeuner avec son homologue américain, Emmanuel Macron est revenu sur les grands sujets à aborder. De grands enjeux, nous avons beaucoup de sujets internationaux à discuter, la Libye, la Syrie, l'Iran évidemment, la Corée du Nord, la stabilité de ce monde. Le poumon de la planète est toujours en feu. L'Amazonie, la plus grande forêt du monde, est en proie à d'importants incendies depuis quelques jours. Des feux qui menacent gravement la biodiversité. Les appels du monde entier se sont multipliés sur les réseaux sociaux pour sauver l'Amazonie. Le président brésilien a finalement décidé d'envoyer l'armée pour lutter contre ces incendies incontrôlés. L'Amazonie, véritable poumon vert touché par un désastre écologique. Pendant ce temps, une autre forêt sourit, celle du Fouta-Djallon, qui ouvre ses bras à un groupe d'étudiants français. Entre le pont des Lianes, les chutes de la cascade Kamaoui et les nuits fraîches, les jeunes repartent émerveillés. C'est un sujet de nos confrères de France 2 et c'est d'ailleurs sur ces images que nous allons nous quitter au cours de cette édition. Suivez. Bon, vous êtes prêtes? Ce sera peut-être la randonnée de leur vie. Ces 7 étudiants français en mission humanitaire terminent leur séjour en Guinée par 2 jours de marche dans le Fouta-Djallon. Une région de haut plateau, humide. Le château d'eau de toute l'Afrique de l'Ouest, réputé notamment pour ses cascades spectaculaires. C'est Selouba qui leur sert de guide. Vous allez découvrir le pont de Liane. Si, ça va bien se passer. En fait, très rapidement, à la sortie du village, se profile le premier obstacle. Au fur et à mesure que tu avances, mec, fais gaffe, tu tiens là. Ouais. Seigneur Marie-Joseph. Ça va aller, t'inquiète. Ce pont de Liane est régulièrement entretenu par les habitants de la région. On continue d'avancer même si ça tremble. L'obstacle est finalement franchi sans encombre. Le groupe, pas franchement des randonneurs chevronnés, progresse doucement. Il fait frais ici. Protégés de la chaleur par cette forêt dense. 14 km pour la première journée, pour arriver à cette clairière jusqu'au petit village de Leifita. Venez, bienvenue, Potoli. C'est ici que les étudiants vont passer la nuit, accueillis par les habitants. Bonsoir. Pour la plupart d'entre eux, une première expérience dans une case traditionnelle. Bonjour. Bienvenue chez nous. La nuit tombée, tout le monde se réunit autour d'un feu avec le chef du village. Vous savez, les chutes que vous allez voir demain, avant on n'y allait pas. La légende veut qu'elles soient habitées par le diable. Les jeunes Français écoutent le chef attentivement et comprennent que la randonnée n'est pas le plus important. Enfin, on a un autre point de vue sur les choses. Je pense que ça va nous apprendre à relativiser beaucoup quand on va revenir en France. Le lendemain matin, le groupe reprend la marche, 18 km aujourd'hui, avec une seule idée en tête, arriver enfin aux cascades. Et là, vous allez découvrir la chute du nom de Kamaoui, celle qui a le plus d'eau, la plus haute. La chute de Kamaoui, 80 mètres de haut, de l'eau même pendant la saison sèche. Bien se baisser, voilà. Il faut arriver ici pour bien comprendre l'importance du Fouta-Djallon. Principal réservoir d'eau douce de toute l'Afrique de l'Ouest.
Plein de grands fleuves d'Afrique de l'Ouest prennent leur source dans cette région du Fouta Djallon. Vous voyez le Mali, le Niger, jusqu'au Cameroun. Et pour les étudiants, un spectacle qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. C'est quelque chose qu'on ne reverra sûrement jamais dans notre vie. Enfin, des grandes cascades comme ça, entourées de tant de verdure, c'est vraiment super. Qu'un seul mot, c'est waouh. Mais là, on a envie de se baigner, il y a trop de débit, c'est trop fort. Il faut aller un peu plus loin, en amont de la chute. Doucement là, ça glisse, hein, faites gaffe. Pour pouvoir enfin se rafraîchir. C'est froid, mais ça fait bien. Se remettre de ces 2 jours de marche. Profiter de ces derniers instants de calme avant de revenir en France. Garder le plus longtemps possible ce petit goût de paradis.